Dans les prochaines vidéos, nous allons importer un modèle 3D et modifier ses caractéristiques en réaction à ce qui se passe à l'audio. Ce projet-là, il est plus costaud. Il va intégrer les 6 familles d'opérateurs de Touch Designer et prendra un peu plus de temps à réaliser et sera potentiellement aussi un peu plus difficile. La technique que nous allons utiliser durant la vidéo est inspirée d'un tutoriel de Bruno Imbretti. Le lien vers le tutoriel est dans la description si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Alors, allons-y. Donc, comme c'est un projet où nous allons travailler la 3D, on va immédiatement mettre en place ce qui est nécessaire pour le rendu. Donc, on commence par ajouter une caméra. Vous vous souvenez que les éléments concernant la 3D sont dans les composants. Ensuite, on a aussi besoin d'un éclairage. Donc, on va y aller avec un light. On aura évidemment besoin d'un render top, donc qui fera le calcul du rendu final. Donc, souvenez-vous que celui-là, ce n'est pas un composant, mais c'est bel et bien un top, puisque le rendu final, c'est une image en 2D. Et à la sortie de tout ça, évidemment, on va, comme à l'habitude, s'ajouter un out. Question de garder notre réseau bien propre. Voilà. Donc évidemment, à cette étape-ci, ça ne fait pas grand-chose, mais on va immédiatement ajouter notre modèle 3D. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de l'audio puis de la vidéo, puis idem pour les images, c'est généralement une bonne idée de d'abord placer votre modèle 3D dans un sous-dossier de votre projet pour ensuite l'importer dans Touch Designer. De cette façon-là, les liens seront relatifs. Dans le menu File, quand on utilise Create Project Folder, on nous propose de créer un dossier Géo. Et le dossier Géo, c'est celui habituellement où on met nos géométries, c'est-à-dire nos modèles 3D. Donc, la structure de votre dossier devrait avoir l'air de ceci, c'est-à-dire que vous avez votre projet. Nous allons utiliser encore une fois de l'audio, donc il y a un dossier audio. Nous allons aussi utiliser la 3D. Et dans mon dossier 3D, j'ai placé un modèle qui a été téléchargé du site Sketchfab. Et vous aurez le lien, si vous voulez l'utiliser, dans la description. Donc, pour l'importer, c'est pas plus compliqué qu'un glisser-déposer. Et comme vous pouvez le voir dans ce cas-ci, le fichier est au format USD. Le format USD, donc qui veut dire Universal Scene Description, c'est un format qui est hiérarchique et qui a été développé par Pixar. Donc, dépendamment de la complexité du modèle, ça peut prendre plusieurs secondes lors de l'importation, dépendamment du format aussi. Et une fois que l'importation est complétée, vous allez voir apparaître un sous-dossier TD Import Cache. Et donc, dans ce format-là, ce qu'on peut trouver, c'est, dans le fond, le même modèle 3D, mais dans un format qui est natif à Touch Designer, donc optimisé pour Touch Designer. Donc, dans ce cas-ci, on utilise un format USD, mais évidemment, vous avez l'option de choisir plusieurs autres formats. Donc, si vous venez sur la documentation dans la section File Types, vous allez pouvoir trouver, à côté de Geometry and Scene, une liste de formats. Donc, entre autres, les différentes variantes du USD, format FBX, OBJ, 3DS et ainsi de suite. Donc, dans notre cas, c'est un USD et, comme vous pouvez voir, il a été importé sur l'éditeur sans trop de problèmes. Avant de poursuivre, je propose qu'on fasse un petit peu de ménage. Donc, commençons par renommer notre modèle. Je vais l'appeler selon ma convention, donc du nom ou du composant, donc le préfixe USD dans ce cas-là. Et c'est un crâne qu'on va utiliser, donc je vais l'appeler crâne tout simplement. Et si on regarde les paramètres, vous voyez que c'est bel et bien un composant USD. Et donc, quand on travaille le format USD, nos SOP, c'est-à-dire nos surfaces, elles devront être à l'intérieur de ce composant-là pour être utilisées. Maintenant, comme on ne voit pas très bien le résultat, on va faire quelques petites corrections. D'abord, si on regarde le out,
on semble constater que le modèle est beaucoup trop gros. Donc, on va le rapetisser. Et on peut faire la transformation directement sur le composant. Donc, dans la section Transform, vous pouvez venir ici dans le Scale, diminuer sa grosseur. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne. On rapetisse, pas dans le négatif. Même à 0.1, ça semble encore gros. On va continuer à descendre. Je pense que ça va y être. 0.01, c'est encore un peu gros. On va y aller encore un peu plus petit, tiens, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on est capable au moins de voir l'entièreté du modèle. Par contre, c'est assez foncé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on corrige un peu l'éclairage. Donc, dans votre composant d'éclairage, il y a évidemment différentes options. Vous pourriez rapprocher l'éclairage ou vous pouvez aussi utiliser dans la section, dans l'onglet Light, le dimmer. Donc, il est à 1 par défaut, mais il n'y a rien qui nous empêche de simplement augmenter la lumière. Et donc, vous voyez, si je place le Out en affichage arrière, ben, on a notre crâne qui est apparu et qui est dorénavant suffisamment visible pour qu'on puisse travailler. Maintenant, vous avez sans doute remarqué qu'il y a un avertissement qui est affiché sur le top de Render. Et si je clique dessus, ça nous dit la chose suivante. A matte is using texture coordinates, but the sub being used with it does not have UV attributes. OK. UV attributes can be created with the texture sub. Donc, on nous dit que dans ce cas-ci, pour que le rendu soit fait correctement, il faudrait qu'on ajoute un sub de type texture. Et donc, on va tout simplement écouter ce qu'il nous dit. Ça réglera sans doute le problème. Maintenant, la question, c'est où est le SOP? Où est le modèle 3D? On se souvient que les SOP sont des Surface Operators et donc qu'ils contiennent la géométrie du modèle 3D. Maintenant, on l'a importé, il faudrait sans doute la trouver si on veut être capable d'ajouter, dis-je, le texture SOP. Donc, vous vous doutez sans doute que ça se trouve dans le composant USD. Donc, on va aller à l'intérieur et on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc là, il y a une nouveauté, c'est qu'on a des liens qui sont faits par des boîtes de connexion qui sont en haut et en bas des composants. Donc ça, c'est propre aux composants 3D. Ça permet de créer une hiérarchie des éléments de notre scène 3D. Donc, on peut avoir un groupe d'objets qu'on veut bouger ensemble, mais dans ce groupe-là, il y a un enfant qui, lui, peut-être bouge séparément. Donc, en créant des composants de type nul, puis ici, quand je dis de type nul, je veux bel et bien dire les composants nuls, mais de type 3D, c'est-à-dire ceux qui sont ici, pas n'importe quel nul comme on en trouve dans les autres sections. Donc, en créant un composant nul, ben, on est capable de faire des groupes d'objets sur lesquels on va pouvoir appliquer des transformations ou des choses comme ça. Donc, comme on peut le voir, quand on importe, il y a déjà une structure qui est bâtie pour nous et généralement, c'est convenable de la laisser telle qu'elle. Donc, de travailler tout simplement avec la structure qui a été fournie. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Et dans notre cas, on va explorer un petit peu, question de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, pourquoi on a tant d'éléments dans notre modèle. Donc, si on vient en haut complètement, ben, ce qu'on a, c'est un nul qui s'appelle scène. Donc, on présume qu'il contient la scène. Dans la scène, on voit qu'il y a deux éléments, c'est-à-dire un nul pour les matériaux. Donc, on peut aller voir à l'intérieur. Et dans ce cas-ci, il n'y a qu'un seul matériau. C'est un matériau de type PBR qui est sans doute appliqué et qui donne la couleur bleue à notre modèle. Si je remonte de l'autre côté, on a un autre groupe ou un autre nul qui s'appelle Meshes, dans lequel je présume on a nos meshes, nos géométries. Et ensuite de ça, il y a un certain nombre d'enfants ici, donc Root Node GLTF Orientation Matrix, Root Node Model Correction Matrix, et bon, ainsi de suite. Donc, il y a sans doute des très bonnes raisons à ce que ces éléments-là soient présents. Par contre, dans notre cas, c'est pas particulièrement intéressant. J'ai l'impression que, dépendamment du logiciel à partir duquel vous exportez votre fichier USD, ben, ces choses-là peuvent potentiellement changer. Honnêtement, je suis pas
certain. Mais chose qui est certaine, c'est que si on décide, nous, de restructurer ça, ben, il n'y a rien qui nous en empêche. Là où ça commence peut-être à avoir une forme un peu plus logique, c'est d'avoir une racine pour notre scène, je présume. Et dans cette racine-là, on a des objets, en fait des groupes cube et cube 001. Donc je présume que ces choses-là ont été générées automatiquement parce qu'à regarder le nom, on a ici cube, cube 0, cube 001, cube 001, 0. Donc je présume que tout ça a été généré automatiquement. Donc, si vous voulez prendre le temps de nettoyer ces choses-là, vous pouvez, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc, dans notre cas, on va faire un petit peu de ménage juste pour comprendre ce qui se passe exactement. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Puis, je pense que ce qu'on va faire en parallèle, c'est qu'on va fractionner l'écran de façon à s'assurer qu'au fur et à mesure où on fait des changements, on ne soit pas en train de casser quoi que ce soit. Donc, en faisant ça, ben, je vais avoir mon rendu qui nous provient du out 1 qui est ici, juste pour m'assurer que ce que je suis en train de faire n'est pas en train de tout casser. Donc si on regarde par exemple le premier qui est ici avec un nom un peu cryptique, si je jette un coup d'œil aux transformations, je peux voir qu'il y en a une entre autres ici. Il y a une rotation de moins 90 qui a été appliquée sur ce groupe-là, donc tout ce qui est à l'intérieur. Si je le supprime, ben, vous voyez que mon modèle est encore là dans le rendu, mais il a changé de position. Donc, évidemment, comme j'ai enlevé cette transformation-là de moins 90 degrés sur l'axe, moins 90 degrés de rotation sur l'axe des X, ben, je l'ai perdu ici. Est-ce que je peux le mettre ailleurs, plus haut dans la hiérarchie? Par exemple, ici? Ben oui, certainement. Si je mets mon moins 90 ici, je retrouve la position originale. Est-ce que je peux supprimer celui-là aussi? Ben oui, tout à fait. Sauf que là, cette fois-ci, on dirait que le modèle est disparu. Pourquoi est-ce qu'il est disparu? Ben, je vais annuler et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, on voit ici qu'il y avait déjà une mise à l'échelle de 100. Donc, on l'avait beaucoup grossi à travers ce composant-là. Donc, évidemment, si on le diminue ou qu'on enlève cette mise à l'échelle-là, ben, probablement que notre tête ici, notre crâne, va être beaucoup plus petite que ce qu'on aurait voulu. Donc, si je l'enlève puis que je remets cette transformation-là de l'autre côté, par exemple directement sur le composant global, en changeant mon scale pour... ben là, il était multiplié par 100, donc je présume que si je le mets à 1, ça devrait être pas trop mal. Ouais, voilà. Donc, on revient à peu près où on était. Et j'ai aussi perdu ma rotation, mais je peux très bien la remettre ici. Donc, vous voyez un peu comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire que les nulles sont vraiment... Il faut vraiment les voir comme des conteneurs, des groupes pour tout ce qui est en dessous, sur lesquels on peut appliquer des transformations. Et il n'y a rien qui nous empêche de les enlever. Je ne sais pas si dans le cas de celui-ci, il y avait des transformations. On dirait que non. Donc, je vais l'enlever. On va regarder s'il y a un effet. Non, il ne semble pas y avoir d'effet comme tel. Tiens, je vais enlever les paramètres ici. Et vous voyez, on est capable de faire un certain nettoyage comme ça. Encore une fois, tout ça est optionnel. Là. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette chose-là, mais ça nous permet, en tout cas, ça me permet de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans un composant USD. Donc, en dessous de la scène, ben, on a un root, donc encore une fois, un groupe. Est-ce qu'on peut l'enlever? Oui, on peut l'enlever. Ce groupe-là, il contient quoi? Deux enfants, cube et cube 001. En jugé par les noms, il semble assez clair que ces éléments-là ont, en tout cas le nom a été généré automatiquement. Encore une fois, ce sont des nuls. On dirait qu'il n'y a pas de modifications particulières qui ont été faites. Est-ce que je peux les enlever? Ben oui, encore une fois, je peux les enlever. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste en bas de tout ça? Ben, il nous reste deux géométries. Et si on se souvient, les géométries, ce sont les composants dans lesquels on peut placer nos SOP, nos Surface Operators, afin de pouvoir appliquer une texture, pas une texture, c'est-à-dire un matériau. Et d'ailleurs, on voit par les deux lignes qui sont ici, qu'il semble effectivement y avoir un lien entre le composant Materials qui est ici et nos éléments Geo. Donc, on va aller voir à l'intérieur. Je commence par cube 0. Donc, finalement, on arrive à notre modèle. Et si on le regarde, on se rend compte que c'est le crâne, mais sans le mandibule en bas. Donc, c'est une partie, la partie du haut du crâne. Si je remonte et que je viens voir le deuxième, ben, effectivement, comme on s'y attendait sans doute, voici le mandibule, ou la mâchoire, si vous voulez,
du bas. Donc, dans ce cas-ci, elles ont été séparées en deux groupes. Est-ce que pour nous, c'est utile? Non, pas particulièrement. En tout cas, pas pour cet exercice-là. Peut-être que ça pourrait l'être dans un contexte. Est-ce qu'on peut les regrouper, par exemple? Ben oui, absolument. Donc, si je viens dans mon cube 001-0, c'est-à-dire la portion du bas, la mâchoire, tout ce que j'ai à l'intérieur ici, c'est un autre geometry, parce qu'on peut effectivement imbriquer les composants geometry les uns dans les autres. Et si je rentre à l'intérieur, qu'est-ce que je trouve? Ben, finalement, mon SOP. Et dans ce cas-ci, c'est un SOP un peu spécial qui s'appelle Import Select, donc qui se charge de l'importation et de la conversion à partir du fichier externe. Mais si je prends ce truc-là, alors je vais le couper et que je remonte, donc celui-là est rendu vide, je remonte encore une fois, donc celui-là, il n'y a plus rien à l'intérieur, je vais le supprimer. On se rend compte que notre mâchoire est disparue de ce côté-ci. Et que je viens dans mon cube 0, c'est-à-dire la portion du crâne d'en haut. Est-ce que je peux tout simplement ajouter mon mandibule ici? Ben oui, absolument. Et le simple fait de l'ajouter, ben, ça fait apparaître le mandibule. Évidemment, ce qui va être important, c'est que les petits boutons Render soient activés ici. Donc, si je désactive le bouton Render, ben là, soyez pas surpris si vous perdez des morceaux. D'ailleurs, je vais peser sur Play parce que là, je pense qu'il ne se met pas à jour. Donc, j'enlève la mâchoire, en tout cas le bouton Render de la mâchoire, et vous voyez qu'elle est disparue. Donc, en gros, la façon dont ça fonctionne, c'est que toutes les surfaces qui sont à l'intérieur d'un objet ou d'un composant de Geometry seront affichées, calculées, si on veut, pour autant que leur bouton Render est activé. Au passage, on pourrait peut-être utiliser un nom qui est plus clair. Donc, je vais activer ici les deux visualisateurs pour qu'on le voit plus rapidement. Donc, ici, appelons-le... c'est notre Import Select, donc IMS et crâne, tout simplement. Et ici, on va l'appeler IMS et mâchoire. T'sais. Voilà. Donc, je remonte. J'ai une géométrie ici, mais la géométrie était elle-même dans une autre géométrie. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ben non, probablement pas. Donc, si je souhaite, ben, je pourrais prendre mes deux éléments qui sont ici. Oups, petit problème de souris. Les couper, remonter d'un niveau. Celui-là, il est plus bon. Et donc, dans mon géo, directement mettre mes deux éléments. Sauf que là, vous avez vu ce qui s'est passé. En faisant ça, évidemment, j'ai changé d'endroit mes deux opérateurs. Et là, soudainement, on dirait que j'ai perdu le lien avec mon matériau, puisque tout est blanc pour l'instant. Donc, je remonte. En ce moment, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nul qui contient des matériaux. J'ai ma géométrie qui contient mes deux morceaux d'objets, si on veut, mes deux morceaux de crâne. Mais je n'ai plus de lien entre la géométrie et le matériau. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le lien entre... comment dire, on ne peut pas appliquer directement un matériau sur une surface. Il faut l'appliquer à une géométrie qui contient une ou des surfaces. Donc, dans ce cas-ci, le lien doit se faire directement sur cet opérateur-là. Est-ce que je peux aussi simplifier puis enlever celui-là de là et le mettre tout simplement à côté ici? Ben oui, je peux faire ça. Puis est-ce que j'ai encore besoin de lui? Non plus. Puis est-ce que j'ai besoin de lui? Probablement pas non plus. Donc au final, ce qui avait vraiment d'utile, si on veut, pour nous, c'était notre matériau et un composant géométrie contenant nos surfaces. Tout ce qui me restera à faire, c'est d'appliquer mon matériau au composant. Et donc, en le laissant tomber tout simplement et en choisissant Material. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans la section Render, j'ai tout simplement ajouté le nom du matériau en question, c'est-à-dire celui-ci. Mon composant ici, ma géométrie, on pourrait peut-être la renommer elle aussi, donc appelons-la Géo crâne, parce que dans le fond, c'est le crâne au complet qu'on a maintenant dans cette géométrie. Voilà. Donc, dans le cas des géométries qui sont importées, vous devez préserver, dans ce cas-ci, un composant USD comme conteneur, si on veut.
Mais à l'intérieur, ben, on a vu qu'on peut faire des modifications, il n'y a pas de problème. Je ne vous encourage pas nécessairement à faire ce qu'on vient de faire là. Le but, c'était pas de faire du nettoyage pour le simple plaisir de faire du nettoyage, mais plutôt pour comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de la structure, et aussi dans la façon dont le matériau est lié aux surfaces à travers une géométrie. Donc, si vous vous souvenez, la raison pour laquelle on avait commencé à explorer le contenu du USD, c'était tout simplement parce qu'on avait une erreur ici. Vous vous souvenez qu'on avait une erreur concernant le subtexture. Donc, il nous disait, ben, ça vous prendrait un subtexture. Donc, on va aller à l'intérieur ici et je vais effectivement venir ajouter un subtexture. Maintenant, j'ai deux morceaux séparés. Où est-ce que j'ajoute ce sub-là? Ben, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement fusionner ces deux éléments-là en un. Donc, pour faire ça, je peux utiliser un opérateur qui s'appelle merge. Et comme c'était le cas pour l'opérateur merge dans les chops, ben, il va tout simplement fusionner deux surfaces. Et donc, si j'active le visualiseur, ben, vous voyez maintenant que mon crâne possède sa mâchoire. Et je suis donc capable d'ajouter un texture sup. Et on va espérer que le petit message disparaisse en faisant ça. Donc, j'ajoute le sup de type texture. Et est-ce que ça suffit à rendre notre... je ne sais pas, des fois, il faut lui donner une petite poussée pour l'aider. Toujours pas d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Donc, un autre détail qui est assez important dans la façon dont sont calculés les rendus des surfaces, c'est vraiment en lien avec ce qui est activé ici. Donc, dans ce réseau-là, j'ai deux surfaces qui sont activées, c'est-à-dire IMS crâne et IMS mâchoire. Mais ces deux-là ne le sont pas. Et donc, le résultat qu'on voit, c'est encore le même que tantôt. Donc, si je veux activer celui-ci, où la fameuse texture a été appliquée, ben, je vais venir cocher, sauf que mon erreur est toujours présente. Pourquoi? Parce que on a laissé les autres renders en amont activés. Donc, je vais devoir venir les fermer ici. Et à partir du moment où je fais ça, ben, soudainement, le message disparaît. Donc, c'est assez important de faire attention à ces petites pastilles de couleurs-là. Donc, la pastille mauve, elle représente ce qui doit être calculé par le render top. Donc, remarquez le lien de couleur. On est en mauve ici, on est en mauve ici. Et le simple fait, par exemple, dans ce cas-là, de venir activer un autre des SOP, ben là, oups, on se retrouve avec le même problème. Et vous verrez que c'est assez facile d'oublier, de désactiver ou d'activer le rendu en fonction de nos besoins. Ben voilà, ça fait le tour de notre structure de fichier. Si je remonte en haut, je vais revenir comme ça. On a l'essentiel de ce qu'on va avoir besoin. J'ajouterais peut-être simplement un petit fond foncé. Donc, plutôt que d'avoir le fond transparent, je pense que ça va être plus agréable de travailler sur le fond foncé, puis ça va donner un plus beau résultat. Donc, on pourrait faire ça en créant une constante et en la fusionnant à l'aide d'un composite. Mais il y a aussi un petit truc, si vous voulez, qui est un peu plus rapide, quand on n'a pas à changer la taille de la résolution, si on veut, c'est d'utiliser un transform. Donc, avant le out, ce que je vais faire, c'est d'insérer un opérateur de type transform. Oups, je pense que j'ai choisi le mauvais. Voilà. Et si je viens voir dans les paramètres, vous voyez que c'est possible de spécifier une couleur d'arrière-plan. Donc, je vais mettre un petit point. Oups. Clavier français. On va mettre point 1, point 1, point 1. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Point 1. Voilà. Point 1. Décidément. Je vais l'écrire ici. Je pense que ça va être plus simple. Bon. On repasse en mode statique pour être certain. Donc, point 1. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Aïe, c'était la partie la plus difficile. Voilà.
Donc, là, je devrais avoir un fond qui est relativement foncé. Par contre, il n'est pas activé par défaut. Pour l'activer, il faut venir cliquer sur ce petit bouton-là qui dit Comp Over Background Color. Donc, fait une composition, une fusion avec la couleur de fond. Donc, on active tout ça. Et on se retrouve avec un fond qui est beaucoup trop pâle. Pourquoi? Ben, c'est vrai, j'ai mis un point 1 dans la dernière boîte. On se souvient que la première, c'est le rouge, la deuxième, le vert, la troisième, le bleu. La dernière, c'est le alpha. Donc là, en gros, je lui dis d'être à 10% d'opacité. Ce que je veux dans ce cas-ci, c'est à pleine opacité. Et voilà. Donc, j'ai mon fond gris foncé. Donc, notre projet puis notre modèle sont prêts à être manipulés. C'est ce que l'on va faire dans la prochaine vidéo.